Bonjour et bienvenue sur Toutes nos différences, la chaîne de Sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, c'est l'épisode 5 de nos échanges avec Sébastien Horard et nous allons échanger sur l'interoception dans le TDAH. Voir un petit peu quels sont les impacts de l'interoception sur le comportement des différentes personnes, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. Soyez bien à l'écoute. J'espère que cette vidéo suscitera en vous des questions. N'hésitez pas à nous les poser. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Donc, ok. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de regarder ces notions, effectivement, dans le cadre, justement, de la proprioception. Et j'aimerais revenir sur un autre élément qui, moi, vraiment, pour le coup, c'est celui qui m'intéresse le plus dans le TDAH. Tu vois, toi, tu as un regard sur la proprioception. Moi, j'ai plutôt un regard sur les autres interoceptions, pour le coup, tu vois. Et cet aspect, effectivement, de quelques travaux actuels. Je mettrai les sources dans votre espace, donc vous aurez les sources évidemment sur les sujets, mais sur la question, par exemple, effectivement, de la notion de faim ou encore des notions de douleur que certains patients TDAH ont pu relever, mettre en évidence. Et c'est pas que, parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est pas que ils sont insensibles à la douleur, c'est que selon ce qu'ils font, selon où leur attention est portée, ils vont potentiellement porter moins d'attention à ces marqueurs internes. Et c'est là où on va avoir des gens qui nous disent mais moi c'est pas que j'ai pas faim, c'est que comme je suis en train de faire un autre truc, objectivement je ne me rends compte que j'ai faim que 6 heures plus tard, parce que je suis en train de terminer mon truc. En fait, à aucun moment mon corps m'a dit t'as faim. Et en fait, ce qu'on voit dans les dernières études sur le sujet, c'est pas que le corps n'a pas envoyé qu'il a faim, c'est juste qu'ils n'ont pas perçu en fait le code. C'est-à-dire que le code est OK, mais par Mm. contre, ils ne le perçoivent pas parce que leur attention est distribuée ailleurs à un moment donné. Et on va avoir la même chose potentiellement avec la douleur à certains moments, voire même la fatigue dans certains points. Et donc, voir un petit peu ce que tu avais peut-être à ajouter là-dessus. Est-ce que ça te semble aussi cohérent? Est-ce que tu as déjà perçu ça chez certains patients qui présentaient justement ce type de profil TDAH, justement, à un moment donné? Bien sûr, moi ça m'est arrivé 5 fois exactement d'avoir des patients pour lesquels on était obligé de mettre en place un système de minuteur parce que sinon ils pouvaient ne pas manger pendant plusieurs jours ou ne pas boire. Parce que dès lors qu'ils étaient soit à travailler, soit là les personnes que j'ai en tête, c'est surtout des adultes qui avaient très peur de mal faire, qui se mettaient une pression monstrueuse donc il y avait une adolescente qui était dans les études supérieures, qui voulait absolument réussir et donc du coup qui passait nuit et jour à réviser quand elle était en période de révision et pouvait passer 3-4 jours sans manger. Donc se mettre vraiment dans le mal profond et dans des situations de danger physique. Et puis d'autres, effectivement, pareil, la pression au niveau du travail. Et donc, du coup, quand il y a quelque chose à finir, de passer des heures et des heures sans manger, sans boire, etc. Euh, moi, là, cette notion de faim, cette notion de soif, j'essaie toujours de la recoller avec euh, tout ce qui peut nous donner des indications sur la viscéroception, justement, et de voir s'il n'y a pas une hyposensibilité viscéroceptive ou si c'est juste ce mécanisme-là de faim et de soif lié à ok, bon, je le ressens, mais comme de toute façon, il faut absolument que je finisse mon travail, comme de toute façon, il faut absolument que je réponde à l'exigence qu'on a de moi, et je vais en faire abstraction parce que le plus important, c'est de ne pas décevoir ou de pas. Voilà. Donc, j'essaie vraiment Ouais. de faire cette différence-là et de voir avec tous les autres signes de est-ce que est-ce que la personne sent quand elle va être malade, avant de déclencher les symptômes. Est-ce que au contraire, quand elle est malade, euh, elle va très bien. Moi, j'ai rencontré, notamment dans ces jeunes-là, dans ces adultes-là, des adultes qui me disaient mais qu'un jour, ils se sont rendus compte qu'ils avaient 42 fièvres mais parce que quelqu'un leur a dit qu'ils avaient chaud. Voilà. Donc effectivement, bon
ça, plus ça, plus ça, je me dis, OK, bah là, on est plus à un problème de viscéroception, d'hyposensibilité, de traitement de l'information viscéroceptive, qui n'est pas forcément le cas de tous les TDAH, mais effectivement, quand il y a des... Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu à mon premier amour, on va dire les TSA, justement, quand il y a les sens internes qui sont impactés, il y a des troubles du comportement plus forts en général, et ça va impacter aussi les capacités de communication. Parce que quand on a des sensations internes en permanence et quand on a des sensibilités fortes ou des problèmes de modulation des sensations internes, les sensations internes, mine de rien, on en a H24, notamment le récepteur proprioceptif, mais nos viscères nous donnent des indications en permanence pour nous dire ça va ou ça va pas. Quand on sent qu'on a mal au ventre, c'est un changement d'état. C'est-à-dire que d'un point de vue neurologique, c'est juste les viscérorécepteurs qui envoient une information différente de d'habitude. Et donc, du coup, quand on a des sensibilités autour des sensations internes, ça peut être très contraignant au quotidien, ne serait-ce qu'aussi avec la température, parce que les changements de température externe entraînent des changements de température interne, entraînent un mécanisme justement de régulation de la température qui peut être profondément contraignant pour la personne qui va traiter ça et qui ne va pas réussir à hiérarchiser cette information parce que sans arrêt, elle va sentir sa sensation interne bouger et tout ça. Et ce que je peux voir aussi dans la viscéroception, et après je me tais, c'est tout le côté sédentarité. Parce que quand on parle de TDAH, il y a aussi le TDA, sans le H, où vous avez des personnes qui sont plus à éviter le mouvement, parfois, même si elles ont des gros problèmes d'attention. Alors, on va plus le retrouver dans le TSA, hein, ce type de choses, mais avec des personnes qui vont être très sédentaires, où on va dire il n'aime pas le sport, il n'aime pas bouger, il n'aime pas marcher. Et quand ces personnes-là arrivent à parler, bah, en fait, on se rend compte, et ça, moi, j'ai eu des patients comme ça qui m'ont appris beaucoup de choses, et du coup, après, je suis allé rechercher et voir s'il y avait des écrits là-dessus, qui disent qu'en fait, eux, ils vont pas bouger parce que dès qu'ils bougent, ils sentent leur cœur qui change de fréquence. Et donc, du coup, pour eux, c'est insupportable de sentir l'accélération du cœur, même si c'est sur 1 ou 2 battements par minute. Quoi qu'il arrive, c'est un changement d'état. Et donc, il y a pas mal de personnes aussi qui vont éviter les mouvements, qui vont être très sédentaires pour justement limiter le nombre d'informations viscéroceptives qu'elles vont recevoir au quotidien. Donc ça se retrouve aussi beaucoup. Alors, dans la période de l'adolescence, il y a un changement hormonal très fort. Et donc, du coup, il y a aussi ce côté-là de changement d'état interne. Et ce qui fait que ça va entraîner aussi beaucoup de fatigabilité, beaucoup de... voilà. Bon, sur ce, j'essaye d'être concis dans mes réponses, mais j'y arrive pas. Voilà. Mais par rapport à cette notion des personnes qui ont des problèmes avec les mouvements et ainsi de suite, qu'on a mis dans la catégorie un peu TDA, il va falloir qu'on parle du syndrome de désengagement cognitif en off tous les deux. Parce que ça ressemble plus à ça qu'à du TDAH. En fait. Oui. Non mais oui. je trouve ça intéressant parce que, par exemple, ce que tu mentionnes, il y a une étude de Stephen Becker et de son équipe qui expliquait un truc fondamental de l'incompréhension de ce que peut entraîner en fait ces problèmes interoceptifs chez les adolescents qui présentent un TDAH. Rapidement, c'est des adolescents, on prend 2 groupes, et un où on fait de la privation de sommeil, d'accord ? Donc en fait on leur dit, vous dormez 6 heures, et après au bout de 6 heures on vous réveille, et l'autre groupe on les laisse dormir tranquillement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les adolescents qui présentent un TDAH et où on met une privation de sommeil, en fait, quand ils se lèvent le matin, et pendant toute la période où c'est mis en place, ils disent qu'ils ressentent moins, en fait, les symptômes du TDAH. C'est-à-dire qu'ils se sentent moins inattentifs, ils se sentent moins agités, moins impulsifs. Okay ? Sauf que tout l'entourage dit à quel point c'est pas vrai. C'est-à-dire que l'entourage dit « Non, il est plus distrait qu'avant, il est potentiellement plus agité, il est beaucoup plus impulsif et irritable, et qui est lié en fait à cette privation de sommeil, et notamment ce que ça engendre, cette privation de sommeil, c'est en fait mêlé au TDAH cette question qu'ils n'arrivent plus à avoir une perception correcte de leur fatigue et de leurs symptômes. Et donc si vous êtes adolescent, que vous vous sentez mieux, et que vos parents n'arrêtent pas de vous rabâcher que c'est pire qu'avant, qu'est-ce qui se passe ?
baisse sa gueule. En fait, c'est simplement ça. Et en fait, c'est une différence de perception des comportements qui est liée ici au manque de sommeil et à la fatigue que ça engendre, mais aussi aux difficultés de perception que ça entraîne. Et je trouve ça intéressant de faire ce lien, potentiellement même sans privation de sommeil, chez des patients qui rencontreraient en fait des particularités à percevoir leur propre état, à quel point ça a un impact justement sur la perception de l'environnement, de ce fonctionnement. Et de ce décalage qui doit se créer entre la personne qui se dit « mais moi ça va » et les autres qui disent « mais en fait ça va pas du tout hein. ». Et donc ce décalage-là, il y a un truc quand même qui est à jouer. Et donc ça rejoint un petit peu la question qui va arriver aussi après, c'est dans l'accompagnement, effectivement, le fait que la psychoéducation, je suis très psychoéducation, pour le coup, de l'explication en fait des difficultés à la personne concernée, mais à tout son entourage, va aussi effectivement jouer un rôle majeur en fait dans cette Bien sûr. compréhension générale. Donc, ouais. Non, c'est super Mais intéressant. Je trouve ça. pour revenir sur le côté TDA, j'avoue honnêtement que j'ai fait un petit raccourci rapide. Voilà. Voilà. Mais c'était pour comment dire? C'était pour noter un peu cette différence, effectivement, de la personne qui a une hypersensibilité viscéroceptive, Mhm. qui peut limiter les mouvements pour limiter les sensations internes. Mais oui, Voilà. et c'est pour ça que je dis que ça peut être intéressant parce que dans le syndrome, on n'en parle pas beaucoup de cet aspect-là. Ouais, Peut-être qu'il y a des bien choses sûr. à aller regarder justement de ce côté-là. Donc, ouais. On va se reparler. Tu sais qu'on Exactement. on va écrire des encyclopédies. Ça va être fou. Donc, Nathalie, c'est énorme ce que tu dis pour l'ado en plus qui finit exclu. Bah oui, à partir du moment où il se comprend, Bah oui, il pense se comprendre lui-même et que l'environnement pense exactement, entre guillemets, exactement l'inverse, bah vous voyez qu'il y a des confrontations qui sont marquées. Et encore une fois, hein, on ne parle que là, juste de ces aspects sensoriels et de la perception sensorielle. Donc vous imaginez, si on accumule tout le reste derrière, les difficultés aussi que ça peut entraîner. Donc, et ça, moi, vraiment, je peux vous le dire d'une manière personnelle. C'est-à-dire que quand on perçoit les choses différemment, le sentiment d'injustice, il est quasiment constant. Parce que quand vous avez les gens qui vous disent « vous êtes comme ça, vous êtes comme ci, oh t'exagères, oh tu fais ci, oh tu fais ça », alors que nous, on ressent pas du tout la même chose. C'est-à-dire que nous, on est sur un autre mode, on est dans un monde parallèle parfois, parce que les perceptions sont complètement différentes. Quand il y a, quand il y a quelqu'un qui chuchote ou une mine de crayon sur une feuille de papier et j'ai juste envie de tuer la personne, euh, et où je dis, alors notamment à mes propres enfants que j'aime profondément, hein, mais que pour la 10e fois, ils viennent me chuchoter un secret dans l'oreille et c'est très mignon. Mais qu'en fait, là, je dis, tu fais exprès. Tu fais exprès parce que tu sais que je supporte pas. Mais non, et toi, tu fais exprès parce que tu veux pas être gentil avec moi et tu veux pas faire des... Et c'est horrible. Enfin, voilà, et ça entraîne beaucoup de culpabilité, beaucoup de sentiments d'injustice. Et effectivement, alors là, je te rejoins à 15 000% sur la psychoéducation, sur le fait d'aider les gens. Et moi, c'est pour ça que d'ailleurs, je suis tombé dans la transmission. C'est pour pouvoir amener les gens à mieux se comprendre et puis surtout amener l'entourage aussi à mieux comprendre les personnes et essayer de trouver ce juste milieu par l'accompagnement, la prise en charge. Et ça, on va bientôt y venir si je ne me trompe pas. exactement. Merci pour votre écoute. L'interoception est un pilier discret mais déterminant pour comprendre le vécu corporel, émotionnel et attentionnel. Dans l'épisode 6, nous parlerons de l'évaluation des spécificités sensorielles, un outil essentiel pour accompagner. Alors en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très vite dans l'épisode 6.